Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au siège d'Atijerova Bank et je voudrais commencer par remercier le président d'Atijerova Bank de nous donner cette opportunité magnifique de nous retrouver pour parler d'un sujet extrêmement important qui est celui de l'accélération de l'investissement industriel. Et on va regarder avec les différents invités comment nous allons traiter ce sujet. Je voudrais d'ores et déjà saluer la présence de Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Moulay Hafid El Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Je voudrais saluer aussi la présence du président de la CGM, Monsieur Chakib El Hadj. Merci, Monsieur le Président, d'être parmi nous. Et Monsieur Mohamed Ktani, qui nous accueille dans ces magnifiques locaux du groupe Atijerova Bank. Merci, Monsieur le Président, pour votre initiative et merci de nous donner l'occasion de discuter d'un sujet ô combien important. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct aujourd'hui dans vos bureaux, évidemment, ce lundi matin pour mieux comprendre pourquoi nous avons mis en place au Maroc une banque de projets. Quel est le rôle de cette banque de projets? Comment est-ce qu'elle va vivre? À quoi elle répond comme objectif? Et on va même aussi essayer de se poser la question, quelles peuvent être les phases suivantes? Je voudrais préciser que j'ai mes trois invités face à moi. Nous respectons les distanciations sociales, nous respectons les règles essentielles pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et évidemment, j'ai d'autres invités qui sont en multiplex et qui sont parmi nous. Je voudrais commencer par remercier le directeur exécutif en charge de l'international de BPI France, Monsieur Pascal Lagarde. Merci d'être présent parmi nous, Monsieur Lagarde. Merci. Merci à vous, merci de cette invitation qui m'honore. Je voudrais aussi saluer deux entrepreneurs qui sont là et Monsieur Almonem Lelj qui dirige Copa Maroc. On va découvrir vos activités, évidemment c'est un groupe connu, mais on va découvrir ce que vous faites aujourd'hui dans le cadre de cette banque de projets. Monsieur Amin Baroudi qui dirige City, merci d'être parmi nous. Et nous avons aussi la chance d'avoir en direct avec nous, ils interviendront tout à l'heure, deux patrons de série, le directeur général du série de Fas Meknes, Monsieur Yassine Tazi. Bonjour Monsieur Tazi. Bonjour, merci pour l'invitation. Et nous avons aussi, juste à côté, pas très loin, mais il est dans son bureau, Monsieur Selman Bliachi, directeur général du série de Casablanca, qui est Casablanca Stat, on dit, alors, évidemment la région est plus large, qui est aussi parmi nous. Ça va Monsieur Bliachi? Je ne vous entends pas, est-ce que vous allez bien? Alors on va attendre que M. Bliachi... Ah voilà, je l'ai maintenant, super. Bah, écoutez, ça va bien, si ça fonctionne, ça marche. Je vais commencer par vous, le président Ktani. Je voudrais à nouveau vous remercier de votre accueil, remercier les équipes qui ont travaillé pour nous permettre d'être dans de très bonnes conditions chez vous ce matin. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette initiative de cette rencontre de webconférence dédiée à la banque de projets comme un levier d'accélération de l'investissement dans l'industrie? Merci, Sidi Amir Orfi. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, Moulay Hafid El Alami. Je tiens aussi à remercier le président de la CGM, Si Chakib El Hadj, et tous les éminents intervenants qui vont participer à cette web-conférence et l'ensemble de la clientèle et des non-clients, entreprises et investisseurs qui sont connectés avec nous pour participer, je l'espère, activement à cette web-conférence. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Monsieur le ministre qui a été l'initiateur, lui et l'ensemble de ses équipes, de cette banque de projets. Et comme vous le savez, nous vivons un contexte quand même très difficile, le contexte Covid, qui a impacté la planète entière et le Maroc n'est pas du reste. Mais ce que je trouve louable dans cette initiative, c'est qu'elle devra participer réellement à la relance, à l'espoir de relance économique qui est aujourd'hui, qui se confirme de plus en plus avec la venue des vaccins, mais aussi avec le comportement d'un certain nombre d'acteurs économiques qui ont démontré leur agilité, leur capacité à s'adapter, à se transformer rapidement pendant cette période de crise. Et cette initiative de la banque de projets, je tiens à saluer Moulay Hafid El Alami et à travers lui l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur cette banque de projets, qui participent à conforter la confiance dans l'avenir immédiat.
pour relancer la machine économique. Président Ktani, vous en tant que président d'une très importante, pour ne pas dire la plus importante banque du pays, est-ce que vous trouvez que le fait de venir avec une banque de projet, il faut qu'on ait un débat clair entre nous, permet de minimiser les incertitudes, le brouillard dans lequel on est en ce moment? C'est certain. Moi, je peux le confirmer parce qu'à chaque fois, nos clients entreprises, quel que soit le secteur d'activité, à un certain niveau de maturité de leur business, nous posent toujours des questions directes sur les opportunités de diversification des investissements. Et notre pays manquait cruellement, justement, d'une telle plateforme qui puisse donner de la visibilité et de la lisibilité aux investisseurs. Et l'avantage de cette banque de projets, c'est qu'elle vient dans un créneau d'activité qui a concerné dans cette première phase, parce qu'il s'agit d'une centaine de projets. Monsieur le ministre va y revenir. On va en parler avec le ministre, évidemment. En détail. Ça donne de la visibilité et ça conforte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance pour la prise de risque, parce que chaque projet d'investissement est une prise de risque. Et je peux vous assurer que dès la publication sur le site Internet du ministère de l'Industrie, nos équipes ont travaillé 24 heures après sur cette banque de projets. Ils étaient dans toutes les régions du Royaume, au contact des entrepreneurs, et nous avons localisé un potentiel intéressant d'intérêt pour initier des investissements dans ce sens. Et moi, je crois que cette banque de projets a répondu à un besoin crucial exprimé par les entrepreneurs. Alors, les industriels sont là au rendez-vous ce matin. Ils suivent ce que nous sommes en train de dire et nous avons la chance d'avoir le ministre Moulahfed Alami. Merci, monsieur le ministre, d'être parmi nous. Je voudrais commencer par quelque chose d'extrêmement simple. On a vécu une période difficile dans le monde, très difficile chez nous au Maroc. Est-ce qu'on a tiré des enseignements de ce qu'on a vécu? Merci, Sir Orfi. Je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, remercier Sir Mohamed Ktani au nom du groupe Tijari Wafa Bank qui est toujours au rendez-vous et nous fait plaisir de suivre avec parfois de l'anticipation de ce que nous faisons. Monsieur le Président de la CGEM, Mesdames et Messieurs, ce que nous avons appris dans cette période difficile de pandémie, c'est que le tissu économique marocain, en particulier industriel, a une véritable résilience. On pourrait en parler, de voir comment nous avons traversé cette période ô combien complexe. Le monde entier en a été fortement touché, notre économie aussi, il faut être très clair. Nous avons perdu beaucoup de chiffre d'affaires d'énormément d'entreprises. Et de l'emploi derrière, parce que forcément, il y a des entreprises qui ont souffert. Absolument, absolument. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, depuis le mois de septembre, depuis le mois d'août, l'ensemble des secteurs ont recouvré leur chiffre d'affaires à l'export de 2019, à l'exception de l'aéronautique, qui est à moins 14 lorsque, dans le monde, nous sommes à moins 75. Oui, le monde est à l'arrêt dans l'aéronautique, il faut le dire. Le monde est à l'arrêt, nous ne le sommes pas. Donc, je dis, quand on se regarde, on se désole, en effet, mais quand on se compare, on se console. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que, il y a de la résilience de notre tissu industriel qui peut continuer à s'améliorer. Nous avons constaté beaucoup de réactivité. Lorsque la pandémie est arrivée, a été annoncée, lorsque Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait pris des décisions ô combien courageuses de fermer nos frontières, ce qui nous a permis de protéger le royaume et de protéger les Marocains, eh bien, il fallait répondre à l'approvisionnement et être en mesure de ne manquer de rien. Le Maroc n'a manqué d'absolument rien. Nous avons eu 60 000 points de vente qui ont été suivis en détail et qui ont été approvisionnés au quotidien. L'autre élément, c'est que nous avons beaucoup d'encre et beaucoup de chaînes de télévision en ont parlé à travers le monde, mais ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est qu'on puisse protéger les Marocains avec des masques. Nous produisons aujourd'hui 16 millions de masques par jour, lorsque le Maroc n'en produisait pas du tout. Donc cette agilité a été intéressante à constater, accompagnée d'une compétitivité. Lorsque nous avons traversé cette période,
nous avions besoin de ces kits pour pouvoir Faire des tests. faire les prélèvements. Oui. Hein, les kits de prélèvement, ces écouvillons que l'on met dans le nez, que nous importons de Chine, le monde entier importe de Chine. Eh bien, le Maroc, en mettant une espèce de GIE, deux laboratoires pharmaceutiques, une entreprise qui fait de l'injection de PVC, etc., ont travaillé ensemble pour pouvoir mettre en place ces écouvillons et ces kits de test. Et depuis plusieurs mois, nous n'achetons plus de tests à l'international, nous les fabriquons au Maroc. Les masques, je vois qu'il y a Sebaroudi qui est avec nous. D'ailleurs, Sebaroudi, je ne porte plus que vos masques, hein, pour votre information. Vous pouvez... Qui sont exceptionnels. On n'est pas suivi par la AK ici, parce que nous sommes dans une webconférence, donc on peut faire la pub, on peut faire la pub de ceux qui ont besoin. Et j'assume de faire la pub de nos industriels, parce que nos industriels le méritent vraiment. Très sincèrement, nous avons l'habitude... Ils ont été au rendez-vous, monsieur le ministre? Alors, en toute honnêteté, ils ont été un peu plus qu'au rendez-vous. Et je ne m'attendais pas à autant de réactivité. Je m'attendais à être comme l'ensemble des pays industrialisés, avec des manques par-ci, par-là, de produits alimentaires, de masques, de visières, etc. Les Marocains ont été incroyables. Pendant cette période de pandémie, lorsque nous étions enfouis chez nous en confinement, eh bien, vous aviez à la fois des opérateurs qui étaient sur le pont, qui nous produisaient de quoi manger, de quoi nous protéger, etc. Et ils ont travaillé avec des employés qui étaient à la hauteur. Franchement, je crois qu'il y a de quoi être fier. Et de temps en temps, dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Il faut s'applaudir, hein? Oui, il faut s'arrêter, faire le bilan et dire, bon, on peut améliorer un certain nombre de choses, mais très sincèrement, les opérateurs marocains ont été au rendez-vous aussi, l'Elge. Voilà, je voulais partager cela avec vous. Merci, Moulay Abdelhamid. Cette première étape extrêmement difficile, c'est une expérience inédite au Maroc. Il y a une mobilisation. Nous n'avons manqué de rien, évidemment, puisque nos marchés, et vous l'avez dit, et nos épiceries avaient ce qu'il fallait comme tout type de denrées. Mais les industriels ont aussi été inventifs. C'est un peu ce qu'on retient de votre part. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à imaginer une banque de projets, monsieur le ministre? Alors, écoutez, la raison, c'est que nous y pensions avant, parce que nous avons 183 milliards de dirhams que nous importons annuellement. Notre espoir est de pouvoir, voilà, on les voit, est de pouvoir substituer une partie. Pour que tout cela fonctionne, il faut que ce soit coordonné. Nous avons, la commande publique. Il est anormal que nous achetons en préférence, non pas nationale, mais en préférence non nationale, des produits tous azimuts. Nous achetons tout. Nous achetons les cartables qui sont offerts, plus d'1 million de cartables par an, venaient de l'international. Ils étaient importés. Cette année, nous avons décidé, avec l'appui du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation nationale, de fabriquer l'ensemble de nos cartables au Maroc. Eh bien, nous avons fabriqué ces cartables avec une meilleure qualité et un coût moindre. Et un impact en termes d'emploi. Absolument. Et donc nous avons besoin que cette commande publique puisse servir aux opérateurs marocains à démarrer leur business, mais ce n'est pas de la substitution qui nous intéresse exclusivement. Évidemment, c'est une étape. Vous avez vu que sur les 183 milliards, nous avons choisi 34 milliards en disant c'est la première étape, c'est la cible, elle était en 2023, elle sera bien avant. Donc on va en parler. C'est de dire, c'est 34 milliards de dirhams, nous allons accompagner des opérateurs marocains pour fabriquer des produits marocains et ne plus avoir à les acheter à l'international. Il se trouve que nous arrivons très rapidement à substituer et à substituer avec une meilleure qualité à un moindre coût. Alors, vous comprenez bien que si on prend les masques, les visières, le gel hydroalcoolique, les blouses, des choses plus techniques, les kits de prélèvement dont je vous ai parlé, les tests PCR qui ont été faits par Masser, nous avons 3 respirateurs qui sont faits au Maroc. Vous savez que MIT avait lancé un respirateur en open source qui était un respirateur de base, hein, de toute première nécessité. Eh bien, le Maroc a fabriqué des respirateurs nettement plus technologiques et plus avancés à ce niveau-là, bien plus que ce qui a été fait par MIT.
Les lits de réanimation, très technologiques, beaucoup moins chers. Le thermomètre infrarouge, pour ne pas toucher les gens, et vous pouvez, c'est des thermomètres qui sont utilisés désormais... partout maintenant. Ils sont aujourd'hui fabriqués au Maroc, ils sont moins chers que ce que nous importions de Chine. Les caméras infrarouges aussi. Les machines à fabriquer les masques. Nous avions, dans le temps, acheté des machines de l'international pour fabriquer les tout premiers masques, on n'avait pas le choix. Eh bien, dans un GIE entre une entreprise, on ne dira pas les noms ici, par exemple Somaka et d'autres opérateurs de l'ingénierie de l'aéronautique, ils ont divisé la machine en deux et nous avons fabriqué des machines pour être en mesure de produire des masques au Maroc. Aujourd'hui, les opérateurs achètent des machines marocaines. Donc, je vous dirais simplement, vous le verrez, c'est ma conviction profonde, l'histoire économique marocaine gardera de cette pandémie un aspect négatif, évidemment, comme le monde entier. Oui, parce qu'on est touché comme ailleurs. Comme tout le monde, mais gardera aussi cette capacité de l'industrie marocaine et de l'agilité. Je vous dis, je suis sur le pont au quotidien auprès des opérateurs. J'ai été personnellement extrêmement surpris, positivement surpris, par l'agilité et la capacité des opérateurs marocains. Avec nos ingénieurs et notre innovation, nous sommes en mesure de faire des choses invraisemblables. Et vous verrez, dans les prochains mois, il y aura un certain nombre de présentations. Cette banque de projets, Moulahfid Alami, a pour vocation, clairement, de substituer la production nationale à des choses que nous importions, mais que nous sommes capables franchement de faire. C'est ça que vous nous dites. Absolument. Les 34 milliards que nous avons identifiés sont substituables immédiatement. Où en sommes-nous aujourd'hui, Monsieur le Ministre? Alors, si on peut aller plus loin pour vous montrer où sont les 24 milliards, je vous Oui, on va regarder les détails des 34 milliards pour comprendre. Je vous demanderai d'aller à la page 6. Là, vous les avez ici. Sur les 34 milliards, nous avons décidé de mettre un premier lot dans la banque de projets, de 100 projets, avec un objectif à la base d'atteindre 500 projets pour couvrir les 34 milliards. Eh bien, regardez, nous avons eu 524 contacts à ce jour, 238 projets qui ont été retenus, c'est-à-dire qui sont accompagnés aujourd'hui, couvrant déjà 71% des 100 projets, et avec un potentiel de 15,1 milliards exactement sur les 34 milliards de l'objectif. C'est-à-dire qu'avec les 100 projets, nous avons dépassé les objectifs de base. On se disant qu'on allait faire 4 à 5 milliards avec les 100 premiers projets. Avec les 100 premiers, nous sommes à 15 milliards. Donc nous pensons que nous n'irons pas plus que 200 ou 250 projets, alors que nous pensions mettre 500 projets dans cette banque de projets. Une fois que les 34 milliards seront atteints, je vous l'annonce tout de suite, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons l'intention de passer plus loin pour faire en sorte que les 183 milliards baissent à une centaine de milliards et que nous puissions produire 83 milliards au Maroc. C'est un objectif extrêmement ambitieux. C'est très ambitieux. Qui était inimaginable avant de démarrer cette banque de projets. Je vous avoue que je me disais, est-ce que la sauce va prendre? Est-ce que les opérateurs vont enclencher, vont emboîter le pas? Eh bien, nous sommes extrêmement surpris. C'est vrai que ça a pris quelques jours pour que ça prenne, mais cette War Room qui a été mise en place a donné des résultats. On va en parler de votre War Room parce qu'on entend beaucoup parler. On va essayer de démystifier ça pour ceux et celles qui nous suivent. Je voudrais justement m'adresser à vous qui nous suivez, qui en direct et qui êtes dans vos bureaux en train de regarder cette webconférence avec nos invités prestigieux. J'ai envie de vous demander, participez à votre façon en nous envoyant vos questions. Évidemment, je serais ravi de les utiliser pour les poser dans les minutes qui viennent à nos différents invités. Moulahfid Alami, j'aimerais vous demander, 34 milliards, c'est de l'appétit, c'est énorme, parce que hier, on avait des doutes en disant, il n'y a pas d'investissement, c'est en panne, les comités de crédit dans les banques se posent des questions, il n'y a pas de visibilité. Aujourd'hui, il y a une sorte de mouvement qui s'opère. Les entreprises viennent-elles vous voir concrètement en disant, j'ai envie de regarder tel projet, c'est complémentaire à mon activité, ou comment ça se passe? Alors nous avons mis, ça porte son nom, hein. La War Room, elle a été faite volontairement pour dire que c'est un état de guerre économique. Oui. On va y aller. Et on s'est organisé dans cette grande salle avec des stands spécifiques pour chacune des étapes. Nous avons pris les responsables des départements du ministère qui sont installés dans cette War Room
Nous travaillons avec nos partenaires, que sont la CGEM en premier lieu, et je voudrais remercier Célège pour avoir répondu immédiatement présent à ce projet, les CRI qui ont emboîté le pas. Et donc, ensemble, nous avons travaillé sur la possibilité de faire des espèces de business plans, projet par projet. Ces 100 projets sont détaillés pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Et à partir de là, nous proposons aux opérateurs, et la réponse, c'est que nous avons eu, comme je vous disais, 524 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui ont contacté la War Room pour dire « nous avons envie de comprendre, de proposer nos projets ». Et sur les projets qui ont été présentés, 238 ont été retenus. Donc, il y a un engouement à ce niveau-là. On ne peut pas dire que les opérateurs marocains ne répondent pas à l'appel. Et ce que nous faisons... Vous signez des conventions avec ceux qui sont retenus, qui vont jusqu'au bout, Monsieur le Ministre? Absolument, nous les accompagnons jusqu'au bout. Et lorsqu'on dit que le crédit bancaire n'existe pas, c'est pas vrai. Nous avons du répondant au niveau des banques qui accompagnent ces projets, parce qu'il faut venir avec un marché, avec un projet étudié, avec quelque chose de structuré, un accompagnement, et vous n'aurez qu'une présence à vos côtés des banques. Alors, je reviendrai à vous dans quelques instants. Je voudrais poser une question qui me vient du public, qui nous demande, est-ce qu'il y a une date limite pour les entrepreneurs marocains pour se déclarer vis-à-vis de la banque de projet? Alors, juste à titre de boutade, c'est hier, la date limite. En fait, c'est quoi? C'est premier arrivé, premier servi? Comment ça marche? C'est premier arrivé, premier servi, et quand les projets sont pris et quand il y a trop de monde, on les enlève de la banque de projet, parce que l'objectif n'est pas de faire ce qui a été fait dans la serre de banane. Oui, il ne faut pas qu'on détruise la valeur. Il ne faut pas qu'on détruise la valeur. L'objectif, c'est de laisser aux opérateurs la possibilité de gagner de l'argent. Nous sommes, je le répète, totalement décomplexés par rapport à ça. Pour que nos intérêts soient alignés, il faut que les opérateurs puissent avoir de la perspective de gagner leur vie. Et dans le cas d'espèce, ils vont gagner leur vie en apportant de la valeur ajoutée à leur pays, en créant de l'emploi, en ramenant des devises, parce qu'ils substituent ce que nous importons, n'est-ce pas? Et ils permettent au pays d'utiliser sa jeunesse pour son innovation et son développement. Nous sommes dans cette logique. Merci Moulay Hafid Alami, je reviens à vous dans un instant, et je voudrais d'ores et déjà vous dire que j'aimerais qu'on explique dans un instant à ceux qui nous suivent quels sont les systèmes d'incitation qui sont mis en place, quels sont les avantages dans ce domaine. Je voudrais m'adresser au président du patronat, le président de la CGEM, Chakib Belhaj, merci beaucoup d'être là parmi nous. J'aimerais très simplement, peut-être pour commencer, vous demander comment vous, chef d'entreprise, dans l'équipe de la CGEM et ceux qui sont affiliés à la CGEM, vous avez accueilli cette banque de projets. Tout d'abord, j'aimerais remercier Sima Mohamed Khtani et toute l'équipe Tijari Wafa Bank pour l'organisation de ce webinaire. Monsieur le ministre, merci d'être là et salutations à tous les amis qui nous suivent en direct. Donc, bien sûr que les opérateurs, à l'époque, Moulay Hafid l'avait annoncé quand il était à la CGM, et ils l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. De l'espoir parce que c'est une relance de notre industrie, de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne demandent que ça, et donc c'est une occasion pour eux de pouvoir justement s'exprimer. Cette banque de projets est une réponse pragmatique et concrète à la préférence nationale. Ça aussi, nous le saluons ici. Et nous sommes bien sûr tous mobilisés. La CGM s'est mobilisée dès le premier jour pour pouvoir justement mobiliser les entrepreneurs à venir s'enregistrer dans cette démarche. Vous connaissez vous-même autour de vous des gens qui sont allés dans cette banque de projets? Beaucoup. Dans quel secteur d'activité? Dans l'agroalimentaire, dans la plasturgie, dans beaucoup de secteurs. Donc il y a un vrai engouement, les 524 demandes. Ce ne sont pas que des gens qui viennent dans l'entrepreneuriat, ce sont aussi des entrepreneurs et des industriels qui sont installés. Voilà. Moi, j'aimerais aussi que ça profite à une nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est important. Et parce que c'est un projet qui est un package. Donc tout est là, le marché est étudié, le financement est là, l'accès au foncier est là. Il n'y a qu'à oser et avoir l'esprit entrepreneuriat, et le reste va suivre. Le marché est déjà... Ce n'est pas un marché qu'on va inventer, c'est un marché qui est déjà là, qui est demandeur. Chakib Belhaj, le ministre disait que vous avez été un bon partenaire il y a quelques instants. Comment est-ce que vous, en tant que CGM, vous contribuez à la promotion de cette banque de projets au niveau national?
Déjà, nous avons, à travers nos fédérations, nous avons 34 fédérations, bientôt nous serons à 37, et nous avons aussi les CGM régionaux qui se mobilisent. Nous avons organisé des webinaires où il y a eu plus de 500 chefs d'entreprise qui étaient là, et bien sûr, nous mettons en contact les gens qui sont intéressés avec les équipes. On travaille en étroite collaboration avec les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce et nous les mettons en contact pour qu'ils puissent justement arriver à concrétiser la réalisation de ces projets. Moulay Hafid Alami, vous évoquez la CGM comme partenaire. Quels sont les autres partenaires essentiels dans cette dynamique? Jusqu'à aujourd'hui, il y avait donc la CGM et au niveau externe du ministère, oui. La CGM et les CRI avec le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons la main dans la main avec le ministère de l'Intérieur, par exemple pour la substitution, et le ministère des Finances. Nous avons travaillé sur la préférence nationale avec le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Donc nous sommes dans ce cadre-là accompagnés par ces opérateurs. Nous avons en interne l'ensemble des bras armés du ministère. Et ce que nous proposons aux opérateurs, c'est, je peux vous donner une petite liste de tous ceux qui interviennent. Vous avez l'offre de Maroc PME, oui. qui accompagne les projets, l'offre du Fonds de développement de l'industrie, du FDI, l'offre d'Imanor pour les certifications, le foncier, la formation, l'AMDI qui cherche des marchés. Nous avons à disposition les données du marché que nous avons été chercher en collaboration aussi avec les fédérations de la CGM. Nous accompagnons pour des facilitations administratives lorsqu'il y a des demandes d'autorisation, etc. Nous faisons le travail à travers cette War Room aussi. Une assistance technique lorsqu'il y a besoin d'avoir des experts, nous allons les chercher, nous payons parfois ces experts en cas de nécessité. Nous expliquons les accès au marché local parce que nous avons aussi ces banques de données et nous sommes extrêmement proches et du ministère de l'Intérieur et de l'ensemble des ministères pour pouvoir expliquer qu'est-ce que nous pouvons avoir sur le marché. Et enfin, l'accès à la commande publique. Voici cette panoplie d'éléments, d'outils d'accompagnement qui sont mis à la disposition de l'opérateur. C'est important, au lieu d'aller faire le tour du monde pour comprendre qu'est-ce que je peux obtenir auprès de l'État, quel est ce marché public auquel je peux avoir accès, etc. Cette War Room leur donne l'ensemble de ces informations-là. Y compris l'aide dans la gestion du temps. Absolument. Pour les procédures administratives, parce qu'on sait que chez nous, oh mon Dieu, que c'est difficile. De moins en moins, je l'espère. J'ose espérer. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais vers vous, Monsieur le Président Ktani. J'aimerais vous demander comment vous voyez cette opportunité qui a été décrite par Moulay Hafid Alami, par le président de la CGM, et quel rôle peuvent jouer des banques comme Tijari aujourd'hui dans cette dynamique? Enfin, tout d'abord, c'est l'occasion pour dire que le secteur bancaire a toujours été proactif et agile en termes de déploiement des mesures édictées par le gouvernement. En ce sens, depuis l'enclenchement de la crise Covid, le secteur bancaire s'est mobilisé fortement, puisque nous sommes l'un des rares secteurs d'activité pendant la période de confinement où l'ensemble du réseau bancaire a été ouvert à 100% pour assurer un certain nombre d'actions sur le terrain, comme la distribution des aides aux ménages de l'informel pour pratiquement 5 millions de ménages qui évoluent dans l'informel, 800 000 salariés déclarés à la CNSS. Et cette distribution des aides n'a souffert d'aucun dysfonctionnement, Dieu merci. Le secteur bancaire aussi a accompagné pendant la phase de confinement, qui était une phase critique, où il y a eu des activités qui étaient à l'arrêt et quelques activités qui fonctionnaient au ralentissement, a reporté des échéances de crédit pour pas moins de 480 000 échéances pour les ménages et plus de 33 000 échéances pour les entreprises. Et ça a concerné 117 milliards de dirhams qui a manqué à la trésorerie du secteur bancaire. Et sans la présence et l'aide de la Banque centrale qui a assuré un déploiement des refinancements pour assurer la liquidité des banques, on aurait vécu des problèmes critiques en termes de liquidité.
Mais là aussi, Banque al Maghreb s'est mobilisé pour assurer la liquidité à 100% au niveau des besoins exprimés par les banques. Je rappelle aussi que le secteur bancaire, pendant cette phase, a déployé Daman Oxygène et Daman Relance. Exact. Daman Oxygène, je tiens à le rappeler, qui a bénéficié à 49 000 entreprises et pour 17 milliards de dirhams. Nous avons eu l'honneur, parce qu'on a été très actifs sur le marché, d'avoir 38% de part de marché au niveau du déploiement de l'outil Daman Oxygène, et Daman Relance qui est toujours en cours pour accompagner la relance économique et qui a bénéficié au 15 novembre dernier à 29 400 entreprises pour 31 milliards 700 millions de dirhams, et Attijari Wafa Bank a représenté le tiers. Nous avons une part de marché de 33%. C'est dire que notre banque a été toujours là pour répondre à l'appel du gouvernement dans l'accompagnement du déploiement des mesures incitatives. Et quand l'opportunité de la banque de projet s'est présentée, nous nous sommes dit, voilà une initiative qui va contribuer, un, à conforter la confiance, et deux, à booster l'investissement. Parce que dans une période de crise, il faut quand même qu'il y ait des ingrédients et des faisceaux d'incitation pour aider à la relance de l'investissement productif. Parce que c'est la seule voie possible pour créer de l'emploi, et notamment pour nos jeunes. Parce qu'il faut rappeler que le taux d'activité a baissé fortement dans cette période, et le chômage a touché énormément, surtout les jeunes qui vont accéder à leur premier emploi. Donc nous sommes mobilisés, nous déployons toute notre capacité sur tout le territoire marocain, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot introductif, dès l'annonce, dès la publication de cette centaine de projets sur le site internet du ministère de l'Industrie, nous avons exploité cette base, nous sommes allés sur le terrain dans les régions auprès des clients, mais aussi des non-clients, pour leur expliquer ce que c'est que cette banque de projets, leur expliquer tout le travail qui a été fait, préliminaire. Comme M. le ministre, en quelques secondes, quelques minutes, a rappelé les mesures de la War Room qui ont été mobilisées, pour un entrepreneur, ça peut prendre plus d'une année ou 2 années, avec des dépenses, avec un travail fastidieux, pour réunir cette masse d'informations. Et lui, il la trouve aujourd'hui toute prête. Et ça conforte aussi la banque, parce que ça minimise la prise de risque, l'exposition au risque. Alors justement, puisqu'on parle de la banque, de votre banque, M. Kteni, j'aimerais vous demander, parce que votre banque a tout de même une expérience impressionnante dans le monde industriel, vous accompagnez les industries depuis toujours, et vous connaissez le terrain. Comment est-ce que vos équipes se mobilisent concrètement aujourd'hui, à 2 niveaux, dans les régions, mais aussi dans cette connaissance qui est celle de la banque à partager avec les porteurs de projets? Tout à fait. Il y a eu un travail qui a été fait. Déjà, nous sommes organisés à travers des directions régionales pour asseoir la proximité auprès du terrain. Nous avons déployé un plan d'action pour vulgariser l'accessibilité aux données de la banque de projet. Mais nous sommes allés de manière organisée. Nous avons ciblé un certain nombre de clients qui, potentiellement, peuvent être intéressés par cette liste de projets. Parce que, ça va maximiser le taux de réussite et la concrétisation donc, de l'investissement projeté à travers la banque de projet. Et nous sommes organisés aussi à travers une expertise sectorielle, c'est-à-dire le siège en centrale. Nous avons une direction d'animation du marché de l'ATPE, de la PME, par secteur d'activité. Et ces experts, ils ont plusieurs années, justement, de proximité avec les opérateurs de ce secteur d'activité économique, donc ils connaissent les problématiques liées au secteur d'activité. Ils peuvent apporter un conseil, une réelle valeur ajoutée à nos clients, notamment dans le tissu des TPE et des PME, qui manquent parfois d'une vision globale sur leur secteur d'activité économique. Nous sommes aussi organisés de manière méthodique pour la prise en charge et assurer le meilleur montage des dossiers d'investissement, pour les rendre bancables. Parce qu'on peut partir de l'information qui est communiquée à travers la banque de projet, mais pour aller vers la mise en place d'un business plan très détaillé, nos experts travaillent aux côtés des entrepreneurs aujourd'hui sur le terrain, et je suis vraiment très content
aujourd'hui que nous sommes déjà impliqués aux côtés de nos clients sur une partie de ces projets d'investissement de ces entrepreneurs qui ont déjà approché le ministère de l'Industrie. Est-ce que ça veut dire, M. Kteni, que vous avez mis en place un dispositif spécifique pour cette banque de projets? Ah, tout à fait. Tout à fait. Dès le départ, comme je l'ai dit, nous avons ciblé les clients et aussi les prospects, les non-clients de la banque, parce que ça peut être une opportunité pour démarrer le travail avec des entreprises qui ne sont pas clients de la banque à travers une diversification. Ça, c'est le premier point. Et nous avons mis en place des outils d'accompagnement et mobilisé nos experts sectoriels parce que les 100 projets qui représentent cette première phase concernent 9 secteurs d'activité économique. Nous avons mobilisé nos experts dans ces secteurs d'activité pour apporter le conseil et l'assistance à notre réseau d'agences. Et donc les gens doivent... à travers le royaume. Ah d'accord, très bien. Et donc les gens peuvent s'adresser à qui? À leurs agences? À leurs agences. C'est leur centre d'affaires, leur succursale avec laquelle ils travaillent au quotidien, et c'est l'agence qui les oriente sur l'expert. Et il y a une prise en charge immédiate par la direction des investissements, qui eux, ils ont des outils, ils ont des méthodes de travail, et qui permettent d'assurer le montage, conjointement avec l'entreprise, le montage des dossiers d'investissement que nous présenterons au ministère de l'Industrie pour bénéficier de l'ensemble de la batterie des mesures incitatives. Et les premiers pas dans cette direction sont vraiment très positifs. Et comme l'a annoncé M. le ministre, nous avons déjà couvert, sur les 34 milliards dirhams, il y a déjà plus de 15 milliards dirhams qui ont été aujourd'hui couverts. Et c'est une très bonne nouvelle dans ce contexte, ce qui va faciliter la relance. Et je tiens à compléter aussi, c'est que le lancement très bientôt des activités du Fonds Mohamed VI pour l'investissement va donner aussi un booster, un élément, un coup d'accélération, absolument. Parce qu'il va apporter, au-delà des crédits bancaires, comme l'a dit M. le ministre de l'Économie et des Finances, lors de la rencontre avec les opérateurs économiques de la CGM, il va apporter quelque chose de complémentaire au crédit bancaire, notamment les prêts participatifs, les prêts mezzanines, les emprunts obligataires. Et ça, c'est une excellente nouvelle aussi pour les investisseurs. Pour pouvoir lever des fonds et financer les investissements. Financer à des coûts extrêmement intéressants. Merci, Si Mohamed Kteni. Je reviens à vous, Cheikh Blel. J'aimerais vous demander quelle est votre appréciation de tout le dispositif d'incitation qui a été mis en place et qui a été présenté par Moula Hafid Alami il y a quelques instants. Bon, c'est clair que le package est très incitatif. Il y a d'abord l'identification des projets. Il y a l'accès au foncier, l'accès au financement, la formation, l'encadrement juridique. Donc il y a cette loi. L'accès au terrain. L'accès au terrain, au foncier. Bien sûr, au foncier, absolument. Mais à des coûts qui sont transparents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais sur le dossier, sur chaque fiche, j'ai le prix par zone, etc. Tout est transparent d'ailleurs, et ça rend l'investissement industriel très attractif. La War Room est un exemple extraordinaire. Je pense que c'est le premier guichet unique réel qui a été fait. J'en remercie Monsieur le ministre ici, et je pense que c'est un exemple à dupliquer. Nous avons les opérateurs, comme a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, ont montré une agilité, une réactivité extraordinaire. Donc ça montre que les entrepreneurs marocains sont capables de faire beaucoup de choses. Il faut se poser la question pourquoi il a fallu qu'il y ait cette pandémie pour qu'on puisse réagir. Je pense que le potentiel a toujours existé, c'est juste que la nécessité, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc à partir de là, je pense qu'une fois qu'on aura dépassé certains problèmes, parce qu'on parle toujours des contraintes administratives, des autorisations X, Y, donc cette War Room est un exemple à dupliquer. Je donnerai juste l'exemple de Singapour. Singapour, quand vous allez en tant qu'investisseur chez eux, ils vous donnent une personne dédiée pour régler tous les problèmes administratifs. Et c'est un peu la réussite de ce pays. Donc nous devons le faire. Je pense que le potentiel des entrepreneurs marocains est énorme. Et la voie, elle est tracée maintenant. Il faut continuer sur cette voie pour généraliser à tous les entrepreneurs, en dehors de la banque des projets. Merci. Monsieur le ministre, vous voyez, on donne l'exemple de Singapour et on montre qu'au Maroc, aujourd'hui, il y a une solution qui fonctionne. J'espère, et permettez-moi de rêver un peu,
qu'un jour on donnera le Maroc en exemple avec des solutions telles que celles que nous déployons. Les espoirs sont permis. Bien sûr, mais c'est comme ça, c'est sans ambition on n'avancerait pas, on a besoin d'ambition pour avancer. Je vais vous proposer d'aller voir nos invités qui sont en direct avec nous. Et je vais commencer par Pascal Lagarde de BPI France. Bonjour Monsieur Lagarde. Oui, bonjour. Merci de votre patience et merci d'être à nos côtés. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif en charge de la stratégie, de l'international au sein de BPI France. Je vais commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est BPI France ? Alors BPI France, c'est la banque publique d'investissement en France. BPI voulant dire Banque publique d'investissement. Donc nous sommes une banque possédée par la Caisse des dépôts française, à moitié l'État en direct, et nous sommes en charge de permettre une sorte de guichet unique du financement aux entreprises pour l'ensemble des financements publics, c'est-à-dire l'investissement, le prêt, les garanties bancaires, l'accès au financement export, l'accès à l'accompagnement et l'accès à l'innovation, au financement de l'innovation. Alors vous avez écouté depuis le début de cette table ronde en webconférence comment le Maroc s'est mobilisé. J'ai envie de vous demander, peut-être pour partager avec nous un peu l'expérience de la France, quels sont pour vous les leviers essentiels qui ont été choisis par votre gouvernement dans le cadre de son plan de relance ? Alors le plan de relance du gouvernement français a été lancé par le Premier ministre il y a quelques temps, maintenant quelques semaines, en septembre en fait, et c'est un plan de relance de 100 milliards d'euros qui couvre en fait trois grands secteurs qui sont extrêmement importants dans cette période de relance pour l'économie française. Et en fait c'est un plan de 100 milliards d'euros. Avec ces trois grands secteurs étant à peu près un tiers. Donc on a un premier secteur qui est le secteur de la transformation climat, la transformation écologique, la transition écologique énergétique, donc avec à peu près 30 milliards d'euros. On a un deuxième secteur qui est le secteur dit de compétitivité, 34 milliards d'euros. Le secteur compétitivité, c'est de soutien à l'industrie, etc. Et un troisième secteur qui est le secteur de la cohésion et notamment de la cohésion des territoires. Oui, c'est très intéressant. Ce plan de 100 milliards d'euros devrait avoir un abondement de ce qui a été décidé très récemment, c'est-à-dire par le plan de relance européen de 40 milliards d'euros. Voilà. Très bien. Et comment vous agissez pour inciter les entreprises à investir en France ? Alors, je dois dire que je vous ai effectivement écouté depuis le début. Vous m'avez dit que j'ai été patient. En fait, non, j'ai été très passionné, donc c'était très intéressant. Et en fait, de façon très proche, nous faisons de ce que vous venez de lancer au Maroc, en fait. Donc, comment nous agissons ? En fait, nous agissons en essayant d'adresser différents problèmes pour permettre au secteur privé d'investir, en fait. Donc, pour permettre au secteur privé d'investir, nous faisons des aides par exemple à l'industrialisation, des aides à la relocalisation, des aides à certains secteurs qui sont très importants, comme je sais que nous partageons ça, l'aéronautique et l'automobile. Nous faisons aussi en parallèle des activités de garantie. Donc nous garantissons les banques privées pour, faire des prêts, notamment aux plus petites entreprises. Donc ça, c'est pour les TPE et les PME. Nous avons également une activité assez importante d'investissement en fonds propres. Donc l'investissement en fonds propres se fait avec les opérateurs de terrain en co-investissement pour essayer d'amener plus d'argent, de réduire le risque pour les opérateurs privés. Et puis nous avons également la même chose en financement. Nous faisons des prêts aux côtés des banques françaises pour des prêts à l'investissement en partageant le risque. Et puis le dernier point qui me semble très important, mais vous l'avez signalé aussi dans la conversation, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, l'accompagnement des entrepreneurs, c'est-à-dire leur permettre de dire oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. D'ailleurs, on va t'aider à le faire parce que tu as besoin d'aide un peu méthodologique et puis surtout, tu as besoin de te dire que c'est faisable.
C'est-à-dire que beaucoup des entrepreneurs se disent « Oh là là, c'est la crise, on peut rien faire, etc. » Et en fait, non, ils peuvent faire. Et d'ailleurs, on essaye de promouvoir des bons exemples, etc. Donc ça, c'est un peu la généralité de ce qu'on fait. Merci pour ces témoignages et partage d'expérience. Pascal Lagarde, mais comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? D'abord, je pense qu'en effet, M. Lagarde l'a bien souligné, nous travaillons, on n'a pas réinventé la poudre, hein, nous sommes tous dans le même bateau, et je constate que parfois on vous copie, parfois vous nous copiez, c'est très sympa. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse tous avancer. Moi, j'avais un point, j'ai bien retenu les trois chapitres, hein, l'énergie renouvelable, la compétitivité, relocalisation et la cohésion sociale. Je voudrais cohésion des territoires chez eux. Oui, mais je voudrais partager... Exact. D'accord. Je voudrais repartager avec vous un point essentiel que j'ai partagé avec mon homologue et un certain nombre de responsables à la fois français mais européens. La relocalisation est un élément essentiel que je comprends parfaitement, que je partage et je suis à 100% d'accord. Nous avons vécu cette pandémie, nous a allumé une lumière, on s'est réveillé parce que probablement nous avions tous, opérateurs en particulier, répondu à l'appel asiatique de sa compétitivité. Fort heureusement, l'Asie aujourd'hui est moins compétitive que par le passé. Je vous ai donné des exemples concrets et je vous ai parlé des kits de prélèvement qui sont faits à des prix qui n'ont rien à voir avec ce que nous importons. Lorsqu'on parle de respirateurs, de choses encore plus sophistiquées, voilà. La relocalisation en Europe doit se faire. Et vous ne réussirez qu'en le faisant avec des gens comme nous. Sinon, vous allez échouer. Hein, je vous le dis en toute transparence et avec beaucoup d'affection. Vous êtes incapable de vous substituer à l'Asie, quelle que soit son évolution. Elle était à $100 du salaire minimum mensuel au niveau de la côte Est il y a 7 ans. Ils sont aujourd'hui à $700, ils vont aller à $1 500. Mais vous serez, quand ils seront à $1 500, votre compétitivité ne pourra pas les atteindre. Par contre, si vous élargissez le spectre et que, ensemble, on fasse équipe de façon à ce qu'il y ait de la relocalisation en Europe et que le Maroc soit, pas que le Maroc, je prêche pour ma paroisse, hein, je ne sais pas prêcher pour d'autres paroisses parce que je ne les maîtrise pas. L'économie marocaine, je connais un peu. Donc je vous dis, notre capacité à faire des choses ensemble est invraisemblable. Tous les opérateurs européens qui en ont pris conscience ont créé de la valeur, ont fait de la relocalisation en faisant une partie de leur production au Maroc, une partie de leur production en Europe, et avec des réussites phénoménales. Je dis bien des réussites phénoménales. Je vous donne un exemple. Lorsque vous parlez de l'aéronautique et de la fabrication de réacteurs, le Maroc fabrique des parties chaudes de réacteurs d'avions. On ne l'imagine pas. C'est ce qu'il y a de plus complexe dans le monde industriel. Très bien. Safran, en développant son business au Maroc, a créé de l'emploi en France. Je répète, Safran, en développant son business au Maroc, a décroché de nouveaux marchés et a pu créer de l'emploi en France. Donc il y a eu un relan il y a longtemps, mais fort heureusement qui s'est calmé, qui est revenu à la raison, de dire je fais de la relocalisation, y compris à partir du Maroc. C'est compliqué. On va laisser réagir, Monsieur Lagarde. Oui, merci beaucoup de cette intervention. Et écoutez, à titre personnel et à titre institutionnel, je ne peux être que d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce que vous dites, je pense que tout le monde en est conscient, tout le monde le sait, et ce n'est pas ce dont nous parlions, en fait, quand j'ai parlé de relocalisation, ce dont nous parlions en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui est sans doute beaucoup plus modeste que ce que les politiques ont mis en avant il y a quelques années, qui est quelque chose qui est se replier avoir une vision un peu plus de zone, d'abord, et l'Euro-Méditerranée fait partie de la zone.
Moi, ça fait des années que je pense ça, et je pense qu'on a tous intérêt à travailler comme ça. Et quand on regarde les grands blocs internationaux, à part quelques passages un peu étranges, mais qui sont dorénavant terminés, les États-Unis fonctionnent également comme ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment une vraie logique à cet entraînement et ce co-développement, comme ça a été de nombreuses fois dit, notamment avec les pays de la Méditerranée, qui sont quand même l'autre côté d'une frontière naturelle, mais une frontière quand même très faible en fait. Et donc tout à fait d'accord là-dessus. L'un des sujets côté relocalisation dans lequel on est tombé est plus un problème de petits morceaux dans la chaîne de production dans laquelle on s'est rendu compte que là, on avait d'énormes problèmes parce que c'était lié à des productions qui étaient en Asie ou à l'autre bout du monde, etc. et qui sont très très gênantes pour des industries comme les semi-conducteurs, comme la santé, comme voilà, tout un tas les transports, etc. Donc on a un vrai sujet de développement là-dessus. Le sujet d'équilibre et de co-développement, moi, me semble être un sujet qui est devenu, je dirais, assez consensuel dans les faits. Absolument. En tout cas, dans les sphères économiques. Absolument. Ça a pris, même dans les sphères politiques, ça a pris un peu de temps. Oui. On s'est un peu crêpé le chignon. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du match. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes tout à fait alignés. Je n'ai pas entendu Agnès Pannier-Runacher avoir ce genre de terme dans ses discours récents. Parfait, merci Pascal Lagarde pour votre contribution. Merci Monsieur le Ministre. Alors je vais gérer le temps parce que nous avons d'autres intervenants qui attendent aussi leur tour et j'ai des questions du public. Je ne laisserai pas partir Monsieur le Ministre sans avoir quelques questions à vous poser et j'aimerais aller vers les CRI qui sont une pièce maîtresse dans cette dynamique de banque de projets. Je voudrais commencer par Yassine Tazi, directeur général du CRI de Fès Meknès. Bonjour Tazi. Bonjour, c'est Rofi. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Je suis à Fès. Quel temps il fait chez vous? Il fait assez froid, donc je pense qu'il était temps que l'hiver commence, donc c'est une bonne nouvelle. Merci d'être parmi nous et j'aimerais peut-être commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Comment votre CRI, celui de Fès Meknès, a accueilli cette opportunité de banque de projet quand c'est arrivé? Très bien, merci Cédric Rofi. Bonjour Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs Généraux et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent donc, dans le cadre de cette webconférence. Écoutez, je pense que la mise en place de cette banque de projet par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des opérateurs économiques, puisqu'elle permet de présenter une centaine d'opportunités d'investissement dans plusieurs filières, agroalimentaire, le textile, le cuir, etc. On souhaite encourager dans le but d'accélérer la substitution aux importations avec un impact important sur la balance commerciale. Monsieur le ministre l'a rappelé, la première étape concerne 34 milliards de dirhams d'importations que nous souhaitons remplacer par la production nationale, et on est bien avancé sur ce volet-là. Donc cette banque de projet s'inscrit dans un plan de renforcement et de redynamisation du tissu industriel national et qui concerne de fait la région de Fès Meknès, qui, je le rappelle, est un pôle régional émergent, qui a un historique d'industrialisation de plus de 60 ans et pour lequel l'industrie occupe une place de plus en plus importante, donc avec une contribution de près de 18% au PIB régional. Yassine Tazi, est-ce qu'il y a des projets ou des secteurs de cette banque de projets qui concernent directement votre région? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que parmi la centaine d'opportunités d'investissement qui ont été identifiées par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, donc dans le cadre du plan de relance industrielle, la moitié concerne la région Fès Meknès. Donc, ces 50 projets se répartissent essentiellement entre la filière de l'agroalimentaire avec 21 projets, le textile avec 13 projets, le cuir avec 5 projets, et à des proportions moindres, donc le transport, la plasturgie, chimie, parachimie, etc., donc avec 2 à 3 projets à chaque fois. Donc ces projets représentent un investissement pour la région Fès Meknès de près de 5,2 milliards de dirhams pour un chiffre d'affaires potentiel de près de 13 milliards de dirhams. Merci, Yassine Tazi. Restez à nos côtés. Je vais aller chez votre homologue qui est 2 rues plus loin. Sibla Yachi, merci.
d'être là, parce que c'est extrêmement intéressant. Il nous dit la moitié des projets sont faits pour la région de Fès Meknès, et ça montre l'appétit qu'a le CRI de cette région. Et je salue tous les CRI qui, au Maroc, font un travail magnifique dans cette nouvelle dynamique des CRI. Salman Dayachi, vous de votre côté, comment vous avez accueilli à Casablanca Stade l'arrivée de cette banque de projets? Merci, Monsieur Rolfi, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, directeur général, Monsieur le Président de la CGM. Je pense qu'il y a un terme qui n'est pas assez galvaudé, c'est le mot opportunité. Parce que l'éléphant dans la pièce, ce n'est pas la crise sanitaire, c'est l'opportunité, voire les opportunités que présente cette crise sanitaire. Donc, comme vous le savez, une opportunité, je ne l'ai jamais gaspillée. Si on ne la saisit pas, quelqu'un d'autre la saisira. Et donc, l'initiative du ministère de ne pas subir, mais provoquer le destin industriel du pays est une démarche qui, à mon sens, c'est du bon sens. Et elle va permettre une meilleure compétitivité en achetant local, avoir tous les avantages qui en découlent, ne serait-ce que sur la pression des devises. Et puis, gagner de nouveaux marchés à l'export. Puisque l'ambition de ce déclic du ministère, voire toutes les parties prenantes, notamment les CRI, est aussi de provoquer et de permettre une conquête de nouveaux marchés à l'international. Il s'agit là d'une vraie opportunité pour les investisseurs aussi. Pourquoi? Parce que là, il y a une fenêtre de tir où on dit que les marchés sont à portée de main, que le besoin en consommation n'est pas à projeter, mais il est avéré. Okay? C'est un excellent timing pour se faire financer. Et il y a tout un dispositif d'accompagnement au niveau central et au niveau régional. Et donc, je pense que tous les ingrédients, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une opération de plug and play pour les investisseurs. Et on espère que les premiers projets qui vont émerger vont entraîner un effet de contagion. Ouais. Pour dire qu'il n'y a pas que le Covid qui est contagieux, même l'optimisme est contagieux. Bien sûr. Salman Dayachi, permettez-moi de vous le dire simplement, j'adore votre argumentaire. Il est clair, limpide, simple et il donne envie. Et les industriels qui vous regardent, je suis sûr qu'ils comprennent très concrètement ce que ça représente. Est-ce qu'il y a des opportunités particulières ou pour des secteurs particuliers dans la région de Casablanca-Stade, sans en faire la région du Maroc, mais avec des particularités? Je pense que là-dessus, on a la part du lion, et Dieu merci. L'idée de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais de continuer à les développer davantage. Nul besoin de rappeler que la région Casablanca, c'est la locomotive du Maroc, c'est le premier pôle industriel. Et bien sûr, dans le cadre des banques des projets, il y a plusieurs projets déjà identifiés, que ce soit dans le secteur de la chimie-parachimie, du textile, du cuir, de l'électrique, du transport. Et donc, je rappelle aussi qu'une prise de contact, que ce soit au niveau de la War Room, ainsi qu'au niveau régional, a déjà été entamée pour accompagner les porteurs de projets en fonction de leurs besoins, avec un dispositif de suivi hebdomadaire. Comment concrètement vous allez accompagner les industriels et les porteurs de projets? Je vous pose la question à vous et ensuite à Yassine Tiazi, dans l'interaction avec la War Room du ministère et ensuite sur le terrain. Allez-y, Salman Dayachi. Permettez-moi juste de rappeler rapidement les nouvelles dispositions de la loi 47-18 qui donnent des prérogatives assez larges et assez étendues au CRI. Aujourd'hui, on a 5 missions principales. Vous avez la mission sur le pôle d'investissement qui regarde le volet administratif, l'accompagnement administratif, l'obtention des actes, et puis vous avez tout le volet accompagnement. Et puis sur le pôle d'impulsion économique, on a la veille économique, la participation à l'élaboration stratégique, et puis la création d'une offre intégrée et la promotion de cette offre. Et donc, juste pour rappeler une chose, je pense qu'on était à l'avant-garde aussi par rapport à ce volet d'accompagnement, puisque le CRI de Casablanca-Stade vient de faire passer donc dans son conseil d'administration le plan stratégique 2020-2023, où on parle aussi de la création du premier pôle intégré d'accompagnement au niveau de la région, voire au niveau national. Dans un langage simple, c'est Salman Dayachi, les industries, les investisseurs, il faut leur parler de manière simple. Retraduisez ce pôle, comment vous l'avez appelé, de manière simple. C'est quoi? Bien sûr. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je rappelle une chose. Le pôle intégré d'accompagnement a un but précis. Aujourd'hui, on ne peut pas accompagner une toute petite entreprise, un porteur de projet, un auto-entrepreneur, une moyenne entreprise de la même manière. Ils ont des besoins différents. Et l'idée, c'est de créer des circuits adaptés. Or, de la même manière que les besoins sont intégrés au CLIT,
même les accompagnateurs et les acteurs d'accompagnement sont aussi fragmentés. Et l'idée, c'est de créer le môle de l'accompagnement où chacun va trouver son circuit adapté à son besoin. C'est un pôle digital, ça veut dire qu'il est physique et digital. Il sera là pour accompagner tous les porteurs de projets, peu importe leur nature et leurs besoins. Est-ce que ça me donne un interlocuteur unique? En fait, c'est ça le but, c'est d'avoir une destination unique avec des interlocuteurs adaptés, c'est ça l'idée. Okay. Aujourd'hui, on ne peut pas se prétendre de dire qu'on est à nous seuls capables d'accompagner l'ensemble du tissu économique, ça serait prétentieux de le dire. Mais il y a un certain nombre d'acteurs, Maroc PME, la CCG, le CRI, un ensemble d'acteurs, les associations, la CGM, et chacun, l'idée c'est à l'anglo-saxon que chacun fasse son job. Mais pour que puisse en donner une offre intégrée, la destination doit être simple et les objectifs doivent être simples. Merci. Yassine Tazi, quelle est votre réponse à vous sur la manière d'accompagner les investisseurs dans le cadre de cette banque de projet? Votre micro, s'il vous plaît. Je peux les aider à... Oui. Si Tazi, on ne vous entend pas? Ah, je n'ai pas de retour son. Alors, on va avancer, ça fait partie des... Il vaut mieux qu'il se déconnecte et se Oui, on va vous laisser revenir vers nous dans un instant. Moulay Hafid Alami, quand vous écoutez ça, comment est-ce qu'on peut avancer les prochaines étapes et au bon rythme? Alors, parce que cette fenêtre d'opportunité, elle est là. Oui. Alors écoutez, je rebondis sur... Ah ben voilà, vous êtes là, allez-y, allez-y. Alors, merci, monsieur le ministre. Non, allez-y, Yassine Tazi, votre réponse, après on verra vers le ministre. Mais ma question, je vous la répète, comment vous, dans le CRI de FAS Meknès, vous allez accompagner les investisseurs et les porteurs de projets dans le cadre de cette banque de projets? Très bien. Alors, pour être très concret, monsieur le ministre l'a évoqué, donc il y a une cellule dédiée qui a été mise en place, donc, qui est la War Room au sein du ministère, au sein de laquelle le CRI est membre. Et cette War Room a pour objectif d'identifier les prospects, de les aider à convertir leurs idées en projets concrets, mais également de les guider, les orienter, donc leur fournir des données dont ils ont besoin et de les mettre en relation avec les organismes d'accompagnement concernés. Pour le CRI de FAS Meknès, ce travail d'identification est réalisé quotidiennement, donc à travers les échanges que l'on a de manière spontanée avec les investisseurs, à travers les entretiens individuels que nous menons dans le cadre des différentes sessions d'information, de sensibilisation, comme celle du programme intégré d'appui de financement des entreprises, ou encore à travers les dossiers d'investissement qui nous sont soumis tous les jours. Donc l'accompagnement du CRI porte tout le long du cycle du vie des projets et sera adapté selon les besoins qui se sont identifiés. Ça pourra être donc de l'aide à la création d'entreprises à travers le guichet unique du CRI, un accompagnement pour la mise au point de projets, la mise à disposition d'informations sur les mesures incitatives au niveau de la région, l'aide à l'identification du foncier, on en a parlé, c'est un point important, et l'organisation de visites terrain, la mise en relation avec des partenaires de financement ou de formation, et enfin aussi surtout l'aide à la constitution des dossiers d'investissement tout le long du process jusqu'à l'obtention des autorisations. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme digitale qui s'appelle CRI Invest et qui permet justement d'offrir aux investisseurs un certain nombre de fonctionnalités, comme déposer leur dossier en ligne, prendre un rendez-vous avec un conseiller pour l'accompagner, ou encore faire le suivi de son dossier en toute transparence. CRI Invest. Exactement. Donc je profite de cette occasion pour inviter tous les porteurs de projets intéressés donc à investir au niveau de la région FAS Meknès, donc à prendre contact avec le CRI FAS Meknès, donc à l'adresse info@fasmeknesinvest.moi, et je les invite également à assister aux webconférences qui seront organisées par le CRI FAS Meknès autour de ces opportunités d'investissement, donc qui concernent la banque de projets pour la région FAS Meknès. Merci Tazi pour ces précisions, monsieur le ministre. Alors, ce que nous avons voulu avec le ministère de l'Intérieur lors de la création des CRI 2.0, de la nouvelle version, c'est qu'il puisse y avoir une présence forte régionale d'accompagnement des opérateurs sur le sujet investissement. Alors, c'est vrai que... De manière générale. Voilà, c'est vrai que le ministère de l'Investissement est chez nous, mais le ministère de l'Investissement sur le territoire, pour aller avec ses ramifications, on le fait avec le ministère de l'Intérieur, avec toute une intelligence qui est derrière. Donc c'est une complémentarité. Ce que nous voulons,
au niveau du ministère de l'Industrie et en charge aussi de l'investissement, c'est d'être au service des opérateurs in fine et des opérateurs in fine par tous les moyens. Et nous avons plusieurs axes d'accès aux citoyens opérateurs. Le CRI est un élément essentiel dans le dispositif parce qu'il est, au niveau régional, aux côtés des opérateurs et proche du WALI et de la décision administrative pour les facilitations de toutes les procédures. Nous avons aussi, avec la CGEM, un rôle très important de mobilisation des fédérations pour pouvoir porter ces projets et les suivants. Et cette War Room ne devrait pas s'arrêter après ce projet. On la transformera pour accompagner l'investissement. Et nous avons décidé, à la demande du président de la CGEM, c'est Chakib Lalej, de mettre une antenne War Room au sein de la CGEM pour pouvoir aller au-delà. À Casablanca, Monsieur le Ministre. Ça va être au niveau régional. La CGEM va centraliser à Casablanca et ouvrir sur l'ensemble des présidents de région. L'objectif n'est pas de favoriser une région par rapport à une autre, bien au contraire. C'est de pouvoir répartir sur l'ensemble du royaume avec des priorités clairement définies pour décentraliser au maximum. On ne veut pas avoir Casablanca, Rabat, Tanger exclusivement, Kenitra et Tanger exclusivement, mais nous voulons que ces villes-là profitent de ces projets parce qu'il y a des projets qui sont spécifiques, qui vont être portés par des entrepreneurs de ces villes-là, mais il faut que l'ensemble du royaume puisse en profiter. Donc l'objectif de cette démarche-là, que ce soit les CRI, le ministère, et vous l'avez souligné, que ce soit Maroc PME, Imanor, tout le monde, nous sommes tous avec une seule mission, c'est d'être ensemble, organisés, coordonnés au service du citoyen. On ne fait pas ça pour que le CRI évolue ou que le ministère évolue, ça n'a aucun intérêt. Notre raison d'être, notre raison de vivre est de pouvoir faire en sorte que ces projets-là soient portés par des porteurs de projets, qui sont des opérateurs économiques. Pour un objectif, ce n'est pas pour engraisser les opérateurs économiques avec tout l'amour que j'ai pour eux, on s'en fout, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le pays puisse en profiter, qu'on crée de l'emploi dans ce pays-là, qu'on crée de la richesse, que cette richesse soit partagée. Et évidemment, nous sommes totalement décomplexés. Nous voulons que nos opérateurs gagnent de l'argent. Oui, ok, c'est clair. Parce que pas d'intérêt, pas d'action. Donc on est clair. On veut que l'opérateur gagne de l'argent. Et pour ce faire, il faut que les projets soient bien étudiés, bien structurés, bien financés et que les fonds propres soient là raisonnablement, etc. Nous avons besoin d'un tissu économique plus fort encore que ce que nous avons aujourd'hui. Cette pandémie nous ouvre une fenêtre de tir, ça a été dit, et j'y souscris. Il faut absolument marquer les buts maintenant. Vous avez entendu qu'il y a de la délocalisation en cours, ça sera de la colocalisation avec le Maroc. Il y a une espèce de tectonique des plaques qui s'est opérée, merci la pandémie. Je suis désolé, mais je le dis, la pandémie a apporté quelque chose de positif, elle a apporté beaucoup de négatifs, on l'a encaissé très bien, mais je voudrais quand même qu'on bénéficie du côté positif de cette pandémie. Eh bien, la relocalisation en Europe, entre autres, avec la colocalisation avec le Royaume du Maroc, nos opérateurs qui ont démontré leur capacité. Et le dernier point, c'est l'administration qui a démontré aussi sa capacité de travailler la main dans la main au service du citoyen. Parce que peut-être qu'il y a des moments où nous l'avons oublié. Nous avons oublié pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous servir. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Merci, monsieur le ministre. Pour vous servir. Merci, voilà. monsieur le ministre. C'était même des sujets de discours de Sa Majesté, rappelant ce que l'administration doit faire au service des citoyens. Et c'est extrêmement important. Je vais aller vers une autre ville, justement. On va aller à Marrakech. C'est Amin Baroudi, président directeur général de la Société impériale des thés infusion. Merci de votre présence, Si Baroudi, et merci de votre écoute. Comment vous allez ? Bien, alhamdoulilah, c'est refait. Merci beaucoup. Magnifique. En tout cas, d'abord, je voudrais vous dire que je suis hyper fier d'avoir un patriote ou un compatriote comme vous, parce que vous avez réussi, je l'ai dit il y a quelques années,
à prendre une position à l'échelle internationale dans un domaine qui était réservé aux autres, qui est celui du thé. Vous avez un groupe aujourd'hui qui emploie, alors je dis à peu près 2000 personnes, pardonnez-moi si je suis pas loin des chiffres ou j'ai pas le chiffre exact. C'est exact. Voilà. Et le ministre Moulay Hafed et le président de la CGM louent vos masques parce qu'ils utilisent les masques que vous avez commencé à produire, une nouvelle activité depuis quelques mois. Rapidement, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes? Alors, effectivement, nous, on était historiquement dans tout ce qui est infusion été et tout ce qui est packaging. Mais là, c'est vrai que depuis les derniers 6 mois, on n'a pas chômé. On a monté 2 projets grâce justement à la banque de projets de Simon Herfed, qui sont un projet de masques. Alors, on a monté l'une des plus grosses structures aujourd'hui en Afrique de masques chirurgicales médicales. Et aussi, on est en train de monter une unité qui fait la biscuiterie et la chocolaterie. Et justement, c'est grâce à la banque de projet de Simon Herfed, justement, de M. le ministre. Alors aujourd'hui, votre nouvelle unité s'appelle Marrakech Fine Food, MFF. Elle vient apporter une pièce supplémentaire au puzzle de votre groupe. J'ai un chiffre et j'aimerais que vous me le corrigiez. Vous êtes autour de 60 millions de dirhams d'investissement? Exactement. Alors Marrakech Fine Food, c'est une unité qui va faire un peu, c'est complémentaire à ce qu'on fait au niveau du thé. C'est pour compléter un peu nos produits et rajouter des produits un peu dont on a besoin, qui sont la biscuiterie, la chocolaterie, que pour nous, ça va avec. Et nos clients nous demandent ces produits depuis longtemps. Alors on était toujours en train d'y réfléchir, mais grâce justement à l'initiative du ministère, ça nous a encouragé à entamer les investissements, aller de l'avant rapidement, au plus rapidement ce qui était prévu, et à concrétiser le projet, d'ailleurs qui est en train de rentrer en production là, incessamment là. On a fait les premiers essais la semaine dernière. Magnifique. Donc non seulement les conventions sont signées, mais on est déjà dans la production. J'adore les entrepreneurs comme vous. Pardonnez-moi d'exprimer comme ça simplement mes coups de cœur, mais merci. Tabarakallah alik. Je voudrais, dès que M. L'Elj est là, qu'on me fascine, j'aimerais aussi avoir une réaction de c'est l'Elj qui aussi, dans son groupe, est investi dans le cadre de cette banque de projet. Amin Baroudi, c'est quoi? C'est une centaine d'emplois à terme dans ce nouveau business? Alors, MFF, Marrakech Fine Food, oui, une centaine d'emplois, effectivement, qui sont prévus. Pour le projet des masques, on est déjà presque maintenant aujourd'hui à 80 emplois qui sont déjà créés. Voilà, ce qui fait, ça fait 180 emplois en plus. Direct, bien sûr, direct. Production, oui, emploi direct. Production de chocolat et de biscuits. Alors, et vous prenez un positionnement de luxe. Je peux dire ça comme ça? Ça va être uniquement, ça va être que du luxe et principalement destiné à l'export. D'ailleurs, même notre projet de masque chirurgical qu'on vient de démarrer, ça fait maintenant 3 mois, 90% de la production est aujourd'hui destinée à l'export. Vers quelle région du monde? Quelle région du monde? Quelle région? Pour l'instant, c'est principalement en Afrique. Principalement en Afrique pour l'instant, c'est principalement la Côte d'Ivoire. On a fait pas mal d'exports pour la Côte d'Ivoire, justement. Magnifique. Tabarakallah alik, si Amin. Tabarakallah alik. Merci. J'adore des entrepreneurs comme vous. Je suis fier d'avoir dans mon pays des gens comme vous. C'est l'Elj. Bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? C'est l'Elj, vous êtes bonjour Assidi, vous êtes le président de Copa Maroc, un groupe présent, et vous êtes un industriel depuis des décennies, si je peux le dire comme ça. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire dans le cadre de cette nouvelle banque de projet? Monsieur le ministre, président directeur général du groupe Tijari, Monsieur le président de la CGM, mesdames et messieurs, et tous les participants qui nous suivent dans ce webinaire. Merci Sir Rofé pour cette question. Avant de me présenter, je tiens à réitérer mes vifs remerciements à Tijari Wafa Bank de m'avoir invité à cet événement organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie. Nous sommes l'un des acteurs économiques dans l'industrie agroalimentaire il y a maintenant 3 décennies et je suis actuellement président et directeur général de plusieurs groupes d'entreprises. La dernière en date, c'est la société Copa Maroc dans la filière des jus. Et depuis juin 2019, j'assure la présidence de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, la FENAGRI. Excellent. Votre investissement, en quoi consiste-t-il, c'est l'Elj?
Alors, effectivement, dans cette nouvelle dynamique de relance industrielle, post-Covid, insufflée par le plan de relance industrielle 2021-2023, notre groupe, Alhamd, a décidé de renforcer sa place sur le marché des jus au niveau national et à l'export en investissant dans un nouveau projet dénommé Copa Maroc au niveau de Gredin Assous. Et comme vous savez, ce projet s'inscrit dans les efforts déployés par le département de l'industrie à travers notamment la mise en place d'une banque de projets d'investissement pour accélérer la substitution aux importations. Quel est le montant d'investissement, Silaj? C'est aux environs de 100 millions de dirhams. Bravo. En fait, Silaj, il faut dire qu'on importe du concentré pour faire du jus, ce qu'on faisait dans une vie antérieure au Maroc. Vous êtes en train de réhabiliter l'écrasement et la production à partir et de l'intégration à partir de l'amont agricole, si je comprends bien. Combien d'emplois ça va générer? C'est immédiatement, c'est une centaine de personnes au démarrage et peut aller jusqu'à 240 à terme. Est-ce que aujourd'hui, il est clair pour vous que ce que vous êtes en train de faire doit substituer à quelque chose qu'on importe et qu'on est à même capable de faire ici au Maroc? Est-ce que c'est clair ce que vous nous dites? Tout à fait, parce que le besoin lié, il y avait l'opportunité, il y avait ce qu'on appelait dans le temps, nous étions très motivés, ce qu'on appelait le triangle d'or. Il y avait l'opportunité d'investissement, vu le besoin, les incitations, les investissements au titre du FDIA et la prime à l'écrasement des agriculteurs privés dans le contrat programme. Donc c'était tous les atouts, nous avons tous les atouts en main, Inch'Allah, pour relever ce défi et reprendre le flambeau marocain pour être parmi les grands opérateurs industriels de l'industrie agroalimentaire et particulièrement dans le jus. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci pour votre contribution. Monsieur le ministre, je vais vous laisser partir parce que je sais que vous avez d'autres engagements et on va conclure cette rencontre avec les deux présidents qui sont avec nous. J'aimerais d'abord vous demander une brève réaction à ce que vous venez d'entendre. Ça doit vous faire plaisir, j'espère, au moins autant que moi. Et un peu plus, je crois. Voilà. Un peu plus parce que ça justifie mon salaire et l'effort de tous les jours. et très sincèrement, ça réconforte surtout les efforts des équipes qui sont au quotidien sur le pont. Moi, je voudrais dire d'abord ce que j'ai entendu. Je ne suis pas surpris parce que je le vis avec les opérateurs au quotidien. J'ai un peu de difficulté quand j'entends du pessimisme et du négativisme total, mais alhamdoulilah, nous avons dépassé ces étapes-là. Sur les 15,1 milliards que nous avons vus tout à l'heure, une grande partie des projets sont dans la même situation que ce qu'a exposé Sebaroudi ou Silaj. Les gens ont déjà démarré des projets sur des terrains qu'ils avaient en agrandissant leurs usines. D'autres ont acheté les terrains, sont en phase de réalisation. Donc tout ça est très intéressant. Je voudrais aussi annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, nous lançons la deuxième banque de projets, de 100 projets, qui sera sur le site. Nous lançons aussi un nouveau site dédié au guide des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. OK. Il faut bien qu'on... Oui, mais merci pour l'annonce. Hein. Nous sommes en direct et merci de le partager dans le cadre de cette webconférence. Et je voudrais dire à tous les opérateurs marocains un grand bravo. Je pense que nous avons tous, en tant que Marocains, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, des raisons de fierté. On a des vraies raisons de fierté parce que notre tissu économique, même si de temps en temps nous-mêmes, nous imaginons qu'il est obsolète, qu'il n'est pas réactif, etc., à chaque fois que je rencontre des opérateurs comme ce que nous avons vu ce matin, et bien d'autres, eh bien, je crois que c'est Mohamed Ktani, si Shakib Lahalj, vous êtes comme moi au contact des opérateurs, il y a une certaine fierté
et je vous demanderai de m'en excuser à chaque fois que j'en ai l'occasion de vous exprimer ma fierté de faire partie de notre pays et d'avoir un roi que nous avons qui nous ouvre les voies à chaque fois, avec les grandes nouvelles qui viennent d'arriver tout récemment et la reconnaissance du Sahara par les États-Unis, avec l'ouverture avec les Américains. Nous avons des appels au quotidien. Je dois vous quitter aussi, je vais dans une réunion à ce sujet-là. Nous avons des opportunités additionnelles qui s'ouvrent à nous. Alors, voir le verre à moitié vide devient compliqué au Maroc. Voir le verre à moitié vide, pour ceux qui voudraient dire il n'y a rien à faire, il n'y a pas de perspective, on ne voit pas l'avenir, comment il se présente, ça devient compliqué. Oui. Alors, aujourd'hui, le verre se remplit de jour en jour, les opportunités sont là. Vous avez vu la réactivité, c'est le reflet des opérateurs marocains. C'est magnifique. Vous avez un échantillon. C'est magnifique. Et j'ai senti votre fierté. Ah ben c'est très concret et ça nous parle. Eh bien, sachez que... Alors, Monsieur le Ministre, je vais vous demander, je vais vous laisser quitter, je vais vous laisser conclure et quitter, mais je voudrais vous prier de faire un tout petit exercice avec moi. J'aurai 3 questions. Je vous demanderai de faire des réponses courtes et je vous laisserai le mot de la conclusion pour partir. Ma première question, parmi celles, elles sont très nombreuses que j'ai sur le chat, c'est globalement l'économie durable, l'économie verte. Est-ce que c'est un oublié chez vous? Absolument pas. C'est un axe de développement du PAI 2.0 qui est déjà mis en place. Nous avons communiqué dessus. On aura des choses dans les banques de projets? Je vais vous faire des annonces tout de suite, on ne va pas attendre. L'énergie verte au Maroc existe. L'économie marocaine, l'industrie marocaine n'a pas le choix. Nous avons 65% de nos exports qui sont vers l'Europe. L'Europe met en place une taxe carbone. Si on ne transforme pas l'énergie marocaine pour l'orienter exclusivement au début vers l'industrie marocaine, nous n'arriverons plus à exporter nos produits en Europe. Donc on a intérêt à ce que les industriels utilisent de l'énergie verte pour mieux exporter. Et je vous rassure, nous sommes en train de brancher déjà pas mal de sites industriels et nous irons très vite. Et heureusement, je m'excuse, souvenez-vous quand Sa Majesté le Roi avait lancé ce projet d'énergie verte. C'était exclusivement pour les pays riches. On ne comprenait pas en tant qu'opérateur qu'est-ce que venait faire un projet comme ça dans notre pays. Eh bien, imaginez aujourd'hui, si on n'avait pas cette énergie verte, 65% de nos exportations seraient mortes. 65% de nos exportations seraient à l'arrêt. Eh bien, nous avons cette énergie, nous avons démarré à brancher déjà des usines avec de l'énergie verte. Moulay Hafid Alami, un deuxième sujet. L'État a fait ce qu'il avait à faire en termes de préférence nationale. Le secteur privé, quant à lui, ne semble pas toujours y souscrire parce qu'on voit beaucoup de produits importés dans nos rayons, on nous dit. Comment est-ce qu'on peut favoriser le consommé marocain chez les consommateurs? Alors, je vais vous dire, contrairement à ce qu'on raconte, nous avons au quotidien des opérateurs économiques marocains qui viennent pour substituer des produits actuellement, à tous les niveaux. Je crois que cette préférence nationale qui a été mise en place, ajoutée à cette banque de projets, ajoutée à ce que nous avons vécu avec la pandémie qui nous est tombée sur la tête et qui a eu quelque chose de bon, c'est qu'elle a réveillé en nous quelques capacités que nous avions enfouies ou peut-être oubliées. Eh bien, la somme de tout ça me laisse extrêmement positif. Alors, je suis heureux que vous ayez touché du doigt ce matin cet optimisme. Sachez qu'il est au quotidien, les banquiers reçoivent des opérateurs au quotidien pour demander des crédits, pour présenter des projets. La CGM est assaillie par les fédérations avec des nouveaux projets. Nous avons un pays, alhamdoulilah, avec des vraies capacités. On ne va pas laisser qui que ce soit prendre notre place, sachez-le. Toute dernière question, on a vu la banque de projets et tout l'engouement que ça présente, mais il y a une grosse partie de la population, et je le vois à travers un certain nombre de questions que j'ai reçues dans le chat, qui disent tout ça c'est excellent, mais nous on a envie aussi d'avoir des éléments sur des projets entre 1 et 4 millions de dirhams. Alors la majorité des projets que vous avez vus, il y avait 100 projets. Nous en avons fait 258, je ne me souviens plus. Ces projets-là font du 15 milliards, mais nous avons des projets extrêmement petits qui sont accompagnés par Maroc PME. La majorité de ces projets-là sont des PME. Il n'y a pas d'exclusivité pour faire un clou qui est importé.
N'importe qui peut s'amuser à le faire au Maroc. Nous avons aujourd'hui développé l'économie marocaine, développé notre consommation. Les tailles critiques sont là. Eh bien, il y a la substitution. Vous avez vu, Sibaroudi a parlé d'un point qui m'intéresse. Quand j'ai dit nous allons faire 34 milliards et que ces 34 milliards, j'en espère 51 parce qu'il y aurait un petit chouïa d'export, c'est ridicule ce que j'ai demandé à l'export. Lui, il exporte 90%. Imaginez que ces 34 milliards ne constituent que 10%. Ça veut dire que quoi? On va exporter 340 milliards à Sibaroudi. Si on arrivait à faire comme vous, eh bien, on va vous copier. C'est ce qu'on va faire. On veut que nous tous, on consomme nos 34 milliards de substitution au Maroc. Et je ne vais pas exagérer sur les 90, mais si on ne faisait que 20% d'export, d'accord, que 2 fois ce que l'on fait en export, eh bien, vous aurez 68 milliards additionnels à l'export. Merci, Moulay Hafid Alami. Chakib Ledj, un mot de conclusion, tant que le ministre est là. Est-ce que vous êtes globalement satisfait? Est-ce qu'il y a encore des chantiers? Je vous laisse partir, monsieur le ministre. Alors, il y a beaucoup de chantiers, c'est clair, mais ce que j'aimerais dire, j'aimerais partager une conviction personnelle. Ma conviction... Attends, on va dire au revoir. On va laisser partir, on va laisser partir. Merci, monsieur le ministre, merci, merci. Alors, je vais vous partager avec vous une conviction personnelle, en dehors de tout ce qui a été dit, bien sûr. Je suis beaucoup plus optimiste, malgré la crise qu'on a vécue, maintenant, que je l'étais fin 2019. Les paradigmes ont changé. Cette crise a eu le mérite de remettre en question beaucoup de choses, que ce soit les opérateurs, que ce soit l'administration. Et il y a beaucoup de douleurs, mais il y a aussi de l'espoir. Ils vont sortir du positif. À nous de transformer l'essai. J'entends tout à l'heure Moulay parler. C'est à nous de transformer les menaces en opportunités. Et je vois des opérateurs comme Sibaroudi, comme l'Elge, il y en a des milliers comme ça, et qui ne demandent qu'à transformer l'essai. Donc, oui, je suis extrêmement... Je n'irai pas critiquer quoi que ce soit parce qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Maintenant, on a tout à gagner en travaillant la main dans la main, nous et l'administration, et que les opérateurs voient qu'ils arrêtent de critiquer, qu'ils voient les choses d'une manière positive et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. La CGM est à l'écoute, la CGM est accessible par tout le monde. Celui qui a quelque chose, s'il y a quelque chose à revendiquer, nous sommes là pour vous défendre, mais soyons positifs. Voilà le message que j'aimerais donner. Merci. Le mot de la conclusion, Mohamed Kettani, je voudrais à nouveau vous remercier de nous avoir donné cette magnifique opportunité d'avoir ce débat avec des centaines et des centaines de gens qui nous regardent en direct, des intervenants de plusieurs régions du Maroc et un sujet qui est au cœur de ce que nous sommes en train de construire dans notre pays. Je vous laisse le mot de la fin. Merci, Sitan Ghorfi. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement tous les participants à cette web conférence qui a mobilisé plus de 400 personnes autour de la table. Je tiens à remercier Moulay Hafid Alami, notre ministre de l'Industrie et du Commerce, notre président, le président Chakib Ledj de la CGM, et surtout, je tiens à remercier les opérateurs économiques qui ont été dignement représentés par deux pavillons importants dont nous sommes vraiment fiers en tant que secteur bancaire. C'est le Baroudi et c'est la Lige qui donnent l'exemple, mais aussi à travers les participants à cette webconférence, il y a d'autres investisseurs, d'autres industriels qui croient dans les capacités de leur pays. Je tiens aussi à remercier deux éminents représentants des CRI, nouvelle formule, qui donnent un nouveau visage de ce qui est un accompagnateur actif, pragmatique, au quotidien, au service des investisseurs et des entrepreneurs. Et je tiens à les saluer. Je tiens aussi à remercier M. Lagarde de par sa contribution en tant que représentant de BPI, avec laquelle nous avons noué une relation stratégique de longue date sur le Maroc et sur l'Afrique dans les opérations triangulaires entre entreprises marocaines, entreprises françaises au Maroc et en dehors du Maroc. Je me réfère au discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, sur la relance économique, où il a posé sur la table 120 milliards de dirhams d'injection de liquidités pour booster la machine économique, pour la relancer. Sur les 120 milliards de dirhams, je peux dire que Daman Relance, à la date d'aujourd'hui, a assuré plus de 50 milliards de dirhams. Les banques ont reçu l'appel sur 5 sur 5 et ils se sont investis lourdement pour accompagner les entreprises.
Donc, tout récemment, nous avons fait les décomptes avec le ministère de l'économie et des finances et la Caisse centrale de garantie. Nous sommes pratiquement à 50 milliards de dirhams. Il reste 25 milliards de dirhams dont l'objectif qui a été assigné au secteur bancaire avec l'aide du gouvernement à travers la CCG pour atteindre cet objectif minimal. Moi, je considère que 25 milliards de dirhams sont à nos portées dans les semaines à venir pour continuer à soutenir l'entreprise. Et le reliquat, 45 milliards de dirhams, Monsieur le ministre de l'économie et des finances a communiqué une information officielle dans un webinaire à la CGM que le fonds Mohamed VI aujourd'hui est en cours de création et il va être créé avant la fin de l'année. Et il va mobiliser autour des 15 milliards de dirhams qui vont être injectés par l'État, le reliquat à travers des fonds thématiques et des fonds généralistes dédiés à l'investissement. Tout ça fait que, en conclusion, moi je considère que les entrepreneurs aujourd'hui ont toutes les possibilités, ils ont des mesures d'incitation et d'accompagnement lancées par les bras armés de l'État, ils ont des subventions, ils ont des contributions au niveau du foncier, des facilitations au niveau de l'administration, à travers l'implication extrêmement importante des CRI, mais aussi des structures de la CGM, mais aussi les structures bancaires et tout le faisceau d'accompagnateurs qui est en train d'être mobilisé. Donc je crois que les entreprises, les banques, l'administration, toutes les parties prenantes doivent solidairement engager un travail de fond et doivent travailler très dur pour saisir les belles opportunités qu'offre aujourd'hui cette crise Covid à nos entreprises, à notre pays, pour se positionner et se repositionner dans la chaîne, dans la redistribution des chaînes de valeur mondiales. Et nous sommes en face d'un marché important qui est l'Union européenne, avec laquelle nous avons un statut avancé, mais il y a un événement majeur, c'est qu'à partir de janvier 2021, il y a l'Union africaine qui crée sa zone de libre-échange. Et le Maroc est en train de ratifier ça en tant que membre actif dans cette... Donc imaginez cette zone de libre-échange en construction au niveau continental, au niveau africain, un marché extrêmement important qu'est l'Union européenne, la zone de libre-échange avec les États-Unis. Donc cette banque de projets, au-delà de servir les besoins du Maroc, ça peut aussi être l'opportunité de relancer l'export. Et nous avons une conviction très forte, c'est que nous devons accélérer la réindustrialisation de notre pays, parce que c'est le seul vecteur qui va nous permettre de pérenniser une croissance durable et créer de l'emploi à ces centaines de milliers de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et je vous remercie sincèrement, Sitan Ghorfi, Si Shakib Lalej et l'ensemble des intervenants à cette web conférence. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne chance pour vos activités. Et le meilleur, Inch'Allah, est à construire. Tabarakallah alaikum. Merci. Au revoir.